manchettes d'aujourd'hui, les tireurs actifs, les notes gonflées à l'école, la 20e simulation de l'ONU en Estrie et, en entrevue, le nouveau maire de la ville de Sherbrooke, M. Steve Lucier. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre bulletin de la salle des nouvelles. Depuis quelques années, les tireurs actifs dans les écoles ne cessent d'augmenter. Récemment, un tireur actif a encore frappé aux États-Unis, ce qui pousse les écoles à prévoir les scénarios d'attaque à l'arme à feu. Vincent Lefebvre, Alex Ménard et Cédric Gilbert ont fait enquête. Le 14 février dernier, un jeune homme de 19 ans, Nicolas Cruz, a décidé de faire feu dans son ancienne école secondaire dans l'État de la Floride. Cette tuerie aura causé la mort de 17 personnes, dont 15 blessés. Suite à cette tuerie, nous nous sommes posé la question, est-ce que ça pourrait se reproduire chez nous? Pour en apprendre plus, nous avons interrogé Régis Bernier, policier à l'école de la Montée. Écoutez, il y a toujours un risque, mais il est quand même faible. Okay? Parce que depuis qu'il y a eu l'attentat de Dawson à la Polytechnique, c'est sûr qu'on a pris des mesures, faire en sorte de mettre des plans de prévention en action dans les écoles, dans toutes les écoles du Québec. Il y a des plans d'action, il y a des plans de prévention pour prévenir cela, pour que les gens soient alertes, soient plus avertis, qu'on prenne des mesures avant qu'une personne passe à l'action, qu'on puisse détecter ces gens-là. Il y a des moyens de les détecter, il y a des moyens de se prendre conscience tout le monde ensemble. Il y a des formations qu'on donne aux professeurs, aux directions d'école, pour savoir comment détecter des cas de gens qui pourraient devenir des tireurs actifs. Maintenant que nous savons que les professeurs sont formés pour réagir aux tireurs actifs, nous nous sentons plus en sécurité à l'école. Ici Vincent Lefebvre pour le cours de salle de nouvelles à l'école de la Montée, Le Beurre. Sébastien Proulx, le ministre de l'Éducation, a grandement critiqué le gonflage des notes aux examens finaux par le ministère de l'Éducation. Retrouvons notre équipe de reporters Jérémy Laventure, Félix Garand et moi-même qui questionnent notre directrice, Mme Julie-Gabrielle Morin, sur ce sujet. Nous savons maintenant que le ministère de l'Éducation a modifié plus de 5000 notes d'élèves aux examens de 2017 pour qu'ils puissent réussir leur cours. Nous avons questionné la directrice de l'école La Montée-Le Beurre, Julie-Gabrielle Morin, à ce sujet. Ma première question, ce serait en quoi consiste, dans le fond, le gonflage des notes et pourquoi le ministère fait ça? Ça remonte à beaucoup d'années. Même moi, quand j'étais au secondaire, c'était une pratique qui était mise en place. En fait, c'est comme une espèce d'ajustement mathématique, selon ce que indique le ministère, en lien avec la courbe normale qui vient faire la modération de vos notes. Parce que vos notes, dans le fond, vous avez une note qui est émise lors de la correction, mais elles sont révisées et, selon une courbe normale, sont ajustées. C'est pas une nouvelle pratique. OK, fait que ça fait vraiment longtemps que c'est là. Oui, exactement. Parfait. Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui? Est-ce qu'ils changent encore les notes ou ils font juste ça au ministère? Ici, à l'École de la Montée, la note de passage, c'est vraiment 60. Donc, si vous avez 59, vous êtes en échec. Donc, après plein de discussions, on en est arrivé à cette conclusion-là qui, selon nous, vous donne une meilleure chance de réussite pour plus tard. À la commission scolaire de la région de Sherbrooke, nous sommes 2 écoles secondaires qui sont comme à l'école de la Montée, où le 58 et 59 demeurent. Merci. C'est de votre visite. C'était Jérémy Laventure à l'école de la Montée pour la salle de nouvelles. Des élèves de la région de l'Estrie se sont impliqués en politique internationale, l'instant d'une journée dans le cadre de la simulation générale des Nations unies. Maude Bédard et Marianne Desbiens s'y sont rendus pour couvrir l'événement. Imaginez 120 étudiants de 16-17 ans qui prennent d'assaut l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le 23 février dernier s'est déroulée au club de golf de Sherbrooke la 20e simulation de l'Assemblée générale des Nations unies, qui a attiré 11 établissements scolaires de la région de l'Estrie, dont une école publique, La Montée. Cette année, ces élèves se rassemblent pour donner leur point de vue, d'une part sur le respect des droits culturels du patrimoine culturel des populations autochtones et d'autre part sur les changements climatiques afin de favoriser la sécurité alimentaire.
Afin d'en apprendre davantage sur le fonctionnement de cette journée de simulation, nous nous sommes entretenus avec Molly Dalpé, enseignante d'éthique et culture religieuse à l'École de la Montée, mais aussi une enseignante très impliquée dans le projet. La journée de la simulation de l'ONU, dans le fond, il y a 2 commissions, puis ça, c'est 2 sujets principaux. Puis là, les élèves doivent discuter, donc ils présentent un petit peu le point de vue de leur propre pays, puis ensuite, ils proposent des solutions qu'on appelle des amendements, où ils proposent des idées pour essayer de résoudre la problématique actuelle. Puis là, donc ça se passe toute l'avant-midi. Les élèves discutent entre eux, essaient d'avoir des alliances avec d'autres pays pour essayer d'arriver avec des solutions globales. Ensuite, ils vont écrire des résolutions. Puis sur les résolutions, on propose des idées pour régler. Puis ensuite, les autres pays peuvent amender, donc on est d'accord à condition que. Puis l'objectif de la journée, donc à la fin de la journée, c'est d'arriver avec vraiment des solutions à la problématique, puis de les partager avec les autres élèves qui étaient dans d'autres commissions, donc ils réglaient d'autres problèmes de l'humanité. Puis ensemble, finalement, on s'installe tout le monde, puis on réussit à trouver des solutions pour tous les problèmes. Nous avons aussi eu l'occasion de s'entretenir avec Mme Christine Saint-Pierre, ministre des Relations internationales et de la francophonie. Donc, nous, au ministère des Relations internationales, on encourage ces exercices-là parce qu'il va falloir aussi un jour qu'il y ait de la relève, puis peut-être que ces exercices... C'était Marianne Desbiens pour la salle des nouvelles. Oxfam, section Grande-Bretagne, est suspendu de ses fonctions par M. Aviol Florent, le ministre de la Planification et de la Coopération externe d'Haïti. Le gouvernement haïtien est particulièrement choqué que des crimes sexuels aient été commis par des responsables humanitaires après le séisme de 2010. Un employé assure avoir payé avec les dons amassés pour cette communauté une jeune prostituée et d'autres ont été accusés d'harcèlement et d'intimidation. Oxfam Québec essaye encore de prouver qu'il respecte les standards de l'organisation internationale. Au début du mois de février dernier, le gouvernement du Québec s'est entendu avec les médecins spécialistes pour un rattrapage salarial qui a semé la controverse au sein de la population. L'entente prévoit une rémunération d'environ 400 000 $, ce qui correspond à un salaire plus élevé que les médecins en Ontario. Au même moment, la Fédération intersectorielle du Québec dénonce les conditions de travail déplorables des infirmières. Ceci a eu pour effet de pousser plus de 200 médecins à dénoncer cette entente et réclamer un nouvel accord afin de redistribuer les montants aux autres travails de la santé, perdant même jusqu'à 50 000 $ de leur salaire hebdomadaire, alors que celui-ci a justement augmenté afin d'aider les travailleurs. Aujourd'hui, nous avons accès à Internet partout où l'on va. C'est entre autres grâce aux téléphones cellulaires qui sont inclus d'un forfait Internet appelé 3 GB, LTE et bien plus encore. De plus, il y a désormais l'option de 5 GB. Celui-ci est fait pour les villes novatrices qui, elles, consistent à utiliser les technologies de l'information et des communications et est nettement plus rapide que les forfaits précédents. Un des défis de l'Internet des objets, explique Jean-François Frigon, professeur en génie électrique à Polytechnique Montréal, est la quantité d'objets qui vont tenter de se connecter au réseau. Des téléphones, mais aussi énormément de capteurs. Selon Tony Nock, titulaire de la chaire des recherches du Canada en communication en large bande, le travail dans le développement de ce nouveau réseau est déjà terminé. Celui-ci verra le jour en 2020 si le processus de la standardisation suit son cours. De nouvelles élections auront lieu en Ontario en juin prochain. Ces élections se déroulent dans un contexte particulier, alors que le Parti conservateur doit remplacer en urgence le chef en raison d'allégations d'inconduite sexuelle. Patrick Brown se présente jusqu'à tout récemment à sa propre succession. Mais lundi dernier, il a finalement jeté l'éponge et a décidé d'abandonner. Il a confié qu'il ne voulait pas faire face à 2 missions en même temps, soit la course à la chefferie et défendre sa réputation en justice. Après la pause, le reportage Plein feu, la question Vox Pop et une entrevue avec M. Steve Lucier. Hey yo, sérieux, je suis tanné de l'école.
La courtoisie au volant a été lancée comme simple journée par une association créée en septembre 2001, l'AFPC, l'Association française de prévention des comportements au volant. Fais le bon choix, sois courtois. La ville de Sherbrooke a un nouveau maire. Anne-Sophie Lantagne s'est rendue à la mairie pour s'entretenir avec ce dernier. Bonjour, M. Lucie. Bien, bonjour. Merci de nous recevoir à la mairie de Sherbrooke. Ça me fait un grand plaisir. Vous êtes maintenant maire de la 6e plus grande ville du Québec depuis le 5 novembre dernier. Avez-vous des surprises quant à votre nouvelle fonction? Des surprises, on en a à tous les jours. Alors, le matin, je me lève et souvent, il arrive des choses dans la journée que je dois résoudre le plus rapidement possible. Bon, est-ce qu'il est arrivé des grosses choses que je ne m'attendais pas? C'est plus ça la question. C'est-à-dire, oui, c'est sûr qu'il y a des dossiers auxquels j'ai pris part déjà, où j'ai vérifié les dossiers, je dis, wow, il est arrivé un petit quelque chose. Des fois, l'enseignement n'est même pas au courant. Parce qu'on a une direction générale qui travaille très, très fort avec plusieurs employés. Et des fois, il peut y avoir un petit quelque chose juridique qui arrive. Alors, on a un beau service juridique qui s'occupe de ça. Et il me le présente directement pour qu'on puisse aller plus loin. Le projet Wellink, qui a survolé la controverse pendant la campagne électorale, semble vouloir revenir ou hanter. Est-ce que le désistement du promoteur à l'origine constitue un point final à cette aventure? C'est un beau dossier. C'est un beau dossier. Les gens m'ont entendu parler beaucoup. Je veux une revitalisation du centre-ville. Et ça a commencé déjà depuis hier, c'est-à-dire hier, on a fait l'annonce, premièrement, du nouveau pont qui va être déplacé des Grandes Fourches. Alors, le pont des Grandes Fourches, il y avait une durée de vie. La durée de vie est maintenant terminée. Bien, on va annoncer ça au mois de mars. C'est sûr que le gouvernement l'a déjà dit, oui, les ententes sont pas mal finalisées. En effet, les ententes sont pas mal finalisées, mais ça commence déjà par cette bonne nouvelle-là. Bon, ce qui est arrivé par rapport au consortium, parce qu'on parle du dossier Wellink, dans lequel il y avait un consortium pour bâtir 2 tours avec notre stationnement. Bien, c'est-à-dire que le contrat est maintenant terminé avec eux. Il y avait un contrat d'exclusivité. Ce contrat-là est maintenant terminé. Est-ce qu'on est encore en pourparlers? On se rend compte encore. Alors, je peux vous le dire, on a des pourparlers de ce côté-là. C'était un beau projet. Il y avait des dates qu'il fallait respecter. Je les ai respectées. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui se sont manifestés pour venir revitaliser notre centre-ville. Écoutez, c'est qu'une bonne nouvelle. Je suis très fier de ça et je peux vous dire que c'est pas terminé. C'est pas venu me hanter. Bien au contraire, ça m'a redonné encore plus d'énergie. Quels sont vos grands projets ou vos objectifs principaux pour les années à venir? Beaucoup de projets, les gens l'ont vu, j'en ai environ une quinzaine à droite et à gauche directement. Alors c'est sûr que je vais les annoncer au fur et à mesure. Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'aller chercher de la nouvelle argent. Alors je voulais vraiment aller chercher de la nouvelle argent. Pourquoi? On a un budget d'environ 300 millions pour la gérance de cette ville-là et la majorité des revenus, on le sait, c'est de la taxation. Alors, il fallait trouver des nouvelles méthodes pour aller chercher de la nouvelle argent. D'ailleurs, je suis sur le caucus des grandes villes à l'UMQ et je suis très fier de ça, où on va chercher des idées de d'autres grandes villes également. Alors, vous allez pouvoir sortir avec des nouvelles idées, mais je peux vous dire qu'il va y avoir des belles choses qui vont se passer à Sherbrooke. Merci.
Bien, ça me fait un grand plaisir et ça m'a fait plaisir également d'aller visiter votre école directement. Monsieur Tim Lucier est le nouveau maire de la ville de Sherbrooke. Maintenant, passons à notre volet plein feu. Cette semaine, il est question du cercle social. Une nouvelle activité qui devrait être connue des jeunes à propos d'une approche d'intervention sociale. Pour ce faire, Louis-Félix Levasseur interroge Mélodie Ouellet. Donc, on aimerait commencer par savoir, c'est quoi le cercle social? Le cercle social, c'est des ateliers de cirque qu'on donne pour les jeunes de 16 ans et plus, donc entre 16 et 77 ans. Puis, c'est un endroit où est-ce qu'on est libre de s'exprimer comme on veut. On est libre de faire du cirque, apprendre des nouvelles disciplines, puis de bouger entre nous. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des inscriptions, puis, ou sinon, comment on vous rejoint? Il n'y a pas d'inscription, c'est vraiment formule libre. Tu peux venir un samedi, puis tu peux pas venir le suivant, puis c'est pas grave, il n'y a pas comme d'obligation à participer, c'est complètement volontaire. Puis, dans le fond, comment on fait pour venir, il y a un site Facebook, c'est Cirque Social Sherbrooke, donc on peut chercher Cirque Social Sherbrooke, puis ça va être tapé là, sur Facebook quand on fait des rassemblements, quand on fait des activités. J'aimerais savoir pourquoi on devrait y participer. Pourquoi? Parce que c'est fun! Dans le fond, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être entre nous, puis de jaser, ça fait décrocher les semaines d'examen, les devoirs, le travail, les gens qui sont comme débordés. Ben si t'as rien à faire, c'est vraiment n'importe qui va, tout le monde sort de là en disant « Wow, je me suis fait du fun, ça m'a vraiment fait du bien d'aller bouger ». La première semaine du mois de mars est toujours bien attendue par les élèves. Cette semaine de décompression est souvent remplie de moments à partager entre famille et amis. Elle peut même servir de semaine d'études pour certains élèves en difficulté. Daphné Landry, Olivier Poulain et Maxime Dion-Sirois sont allés demander aux élèves de l'Aubert ce qu'ils ont planifié pour ce congé. Ah, la semaine de relâche. C'est l'occasion de voir ses amis, se reposer et développer ses passions. Nous sommes allés voir les élèves de l'école La Montée-Lebert pour savoir ce qu'ils allaient faire durant la semaine de relâche. Pendant ma semaine de relâche, je m'en vais chez ma grand-mère puis je vais faire du 4 roues puis du skidoo. Je vais aller chez mon cousin à Montréal puis je vais chiller à Montréal. Faire du ski, aller nager, c'est ça. Je sais pas. Moi, je m'en vais à Matane pendant la semaine de relâche. Moi, je vais dormir et manger. Bien, moi, je vais aller au Costa Rica avec mon père pendant la semaine de relâche. Je vais aller en Ontario pour visiter des musées. Je vais aller à Montréal visiter ma grand-mère. OK. Donc, pendant la semaine de relâche, je vais aller voir ma soeur à Québec et je vais travailler. Ben, je vais travailler. Puis, je vais aussi manger, dormir, manger. Encore. Je vais à l'ordi. Voilà, c'est tout. Je vais me marier au Yukon puis je vais devenir présidente du monde. Moi, pour la relâche, je m'en vais en Floride avec ma mère, ma soeur, une amie à elle, puis mon beau-père. OK. Pendant la semaine de relâche, je vais principalement m'amuser chez moi, voir des amis. Moi, je vais jouer à Pokémon Go, puis je vais m'acheter des spinners. Je joue au Beyblade. Puis, Bakugan. Pendant la semaine de relâche, probablement passer du temps avec cette fille-là. Elle. Puis je vais sûrement aussi jouer à des jeux vidéo. Je vais probablement aller visiter ma famille à Toronto. Je vais travailler. Peu importe ce que vous allez faire pendant la semaine de relâche, revenez-nous en forme. Ici Daphné Landry à l'école secondaire de la Montée pour la salle des nouvelles. C'est ici que notre bulletin de nouvelles se termine. À la réalisation, Siloué Vachon et Florence Nadeau. Vos lectrices Alexina Carrier-Tons et moi-même, Serena Marcotte. Le logo au bas de l'écran à droite est une création originale de Stéphanie Pépin du Centre 24 juin. Merci d'avoir été à l'écoute et bonne relâche!